Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une interview croisée de deux personnes qui ont choisi un parcours de vie atypique. Mes deux invités du jour sont des travailleurs du sexe. Effectivement, moi je travaille du sexe depuis 8 ans et demi et je suis fier de mon travail. Je suis handicapée, travailleur du sexe depuis 3 ans et demi. J'exerce ce métier avec beaucoup de plaisir et j'en suis très fière. Bonjour à tous les deux, merci d'accepter de répondre à mes questions sur votre activité, sur votre quotidien. Ben, merci à toi de nous accueillir. Je pense que c'est important de parler de ce travail. Je veux dire, on fait pas grand chose de grave, on vend pas des armes, on vend du plaisir. On fait rien de mal, genre je vends des services sexuels, j'aime ce que je fais et en fait moi je préfère vendre des services sexuels que mon corps a un patron où je m'emmerde pendant 35 heures. Je vois pas ce qu'il y a de mal quoi, je veux dire il y a des gens, ils sont bouchers, éboueurs, infirmiers, ben moi je suis travailleur du sexe. Comment vous avez commencé à vous prostituer? Alors moi pour ma part, c'était hyper naturel. J'avais pas du tout une vision qui était dégradante en fait des prostituées. C'était plutôt une relation d'inspiration. Moi quand je visualisais des putes, c'était vraiment un truc de waouh, la puissance, les habits, le fait d'être là dans la rue et d'être assumé, et vraiment ce truc-là d'avoir du vécu en fait. Et je suis rentré dans ma sexualité à 16 ans, donc j'ai découvert Grindr, tout ça. Et à un moment, il y a un mec qui m'a proposé de me payer 50 euros. Le mec était beau, mais je me souviens pas du tout de sa tête ou de son prénom, quoi. Est-ce que tu te souviens de toutes les personnes avec qui t'as baisé ou pas? En général, oui. C'est vrai? Oui, quand Waouh! même. Ok, c'est ouf. Du coup, moi, j'ai commencé assez simplement. En fait, j'ai toujours aimé le sexe. Et en fait, vu que je suis handicapée, j'ai un rapport à mon corps qui est un peu biaisé, où en fait, on me fétichise beaucoup. Et j'avais vraiment l'impression que, genre, tu sais, je pouvais pas avoir des relations sexuelles avec des gens, que je pouvais pas désirer, tout ça. Et du coup, j'ai mis mon annonce sur un site et j'ai eu un premier client. Moi, ce que j'ai envie de faire avec ce travail, c'est travailler sur l'intime, directement dans l'intime, de manière co-créée. C'est-à-dire que j'ai envie de co-créer des espaces avec des clients et des clientes qui ont envie de travailler sur quelque chose dans leur intime et qu'on fasse ça ensemble, quoi. Donc, c'est-à-dire comme du développement personnel, mais sexuel. C'est ça, c'est comme si je faisais une sexothérapie, mais pas dans la distance, plutôt dans le pratique, ensemble. On dit, toi, qu'est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu veux expérimenter des choses? Comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Et c'est moi qui suis payé parce que c'est pour tes bénéfices. Et toi, donc, tu es handicapé de naissance? Ouais, je suis née prématurée, j'ai manqué d'oxygène à la naissance. Mais je marche avec des béquilles. Et puis ça fait aussi partie de mon identité, dans la manière dont je milite, d'être en mode, en fait, mon corps, il est pas dans la norme, mais il existe, il a le droit d'exister, on est là. Donc effectivement, je veux pas te cacher que j'ai des clients qui me contactent pour ça, quoi. Parce que ça les fait triper, ils sont en mode ah ouais, je vais la toucher, voir ce que ça fait, est-ce qu'elle va plus frissonner, est-ce qu'elle va avoir mal à des endroits. Alors non, j'ai mal nulle part, je jouis comme tout le monde, j'ai une sensibilité qui est particulière, mais du coup c'est cool, je le monnaie. En fait, si c'est pour ça que tu viens me voir, très bien, du coup tu vas payer plus cher. Alors, c'est à l'inverse de ce que je pensais. Je pensais que c'était plutôt pour le coup, c'est le cas de le dire, un handicap qui pouvait mettre des barrières de la part de certaines personnes pour avoir une sexualité. Au final, tu m'expliques qu'au contraire, il y en a qui cherchent cette particularité-là. Après je veux pas parler à la place d'autres gens, mais tout ce qui peut être vu comme étant une différence, parfois t'es fétichisé, quoi, un peu comme si tu tenais ton petit carnet de tes conquêtes et d'être en mode ah bon j'ai baisé avec la pute, j'ai baisé avec l'handicapé, j'ai baisé avec la personne trans, la personne racisée, voilà. Du coup, quel était votre métier de base à tous les deux? Est-ce que vous avez exercé une autre activité? Enfin, qu'est-ce que vous aviez envie de faire de base? Moi, je bossais en crèche en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ah oui, effectivement, on est sur deux salles, deux ambiances. C'est pas la même, hein. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Alors moi de base j'ai un peu suivi ce qui était prédestiné par mes parents, la société de ça, et j'ai fait des études de droit en fait pour devenir avocat. Ah oui, rien à voir. Ouais. Quelle a été la réaction de vos familles quand on leur annonce? J'imagine que voilà, il y a un moment donné, on leur dit ce qu'on fait. Comment ils ont réagi? Mon père était directement derrière moi. Vraiment, mais directement. Il disait, si t'es heureux, go, quoi. Et ma mère, elle était un peu inquiète. Et en fait, après, c'est OK. Maintenant, quand je suis chez elle, je lui dis, ce soir, je mange pas à la maison parce que je veux travailler. Et elle fait OK.
Bah moi, ma famille, ça s'est pas du tout bien passé. Prostituée, prostituée, mais ça va pas, mais c'est quoi encore cette histoire, mais j'en peux plus. Ils me parlent plus, ils veulent plus entendre parler de moi. Ils sont toujours dans le déni, c'est-à-dire que ça fait 3 ans, je leur dis, mais ils sont dans le déni de non, c'est une passade. Moi, j'aimerais qu'on m'écoute et qu'on se dise, ma fille est heureuse de faire ça, ça lui apporte une satisfaction, c'est sa manière de gagner de l'argent et c'est ok en fait. Est-ce que ça arrive que des clients vous repoussent et qu'il y ait des personnes avec qui vous n'avez absolument pas envie d'avoir un rapport, des personnes qui vous dégoûtent? J'ai pas trop de limitations physiques. Moi, c'est plus au niveau du respect. Si tu me parles bien et que tu cherches ce que je peux proposer, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Par contre, des fois, t'arrives et en fait, le sexe, c'est hyper chiant, tu vois. Mais au moins, tu te fais payer à la fin. Alors, est-ce qu'il y a des clients qui m'ont déjà repoussé? C'est déjà arrivé, notamment... c'est souvent le cas quand j'accepte les rendez-vous de dernière minute. Et effectivement, je suis arrivée, il puait l'alcool, il puait la clope, il était genre repoussant, il bavait, tout ça, et en même temps, j'avais de l'empathie pour lui, tu vois. Mais malheureusement, en plus de me repousser, ça s'est mal passé. Ah, C'est-à-dire que il a refusé de mettre la capote, alors que c'était convenu. Et quand l'heure est passée, il a pas accepté de me donner le reste de l'argent qui manquait. Il a commencé à me pousser. Et donc, heureusement que ma collègue est arrivée dans la chambre et on a pris l'argent, on est parti. Bon. quelle est la limite du gratuit, du payant? Parce que c'est vrai que du coup, dans sa vie, on se retrouve parfois à avoir, je sais pas, un coup de cœur, par exemple, pour quelqu'un qu'on va rencontrer en soirée, tout ça. À partir de quel moment vous acceptez d'avoir un rapport, on va dire, gratuit? Qu'est-ce qui différencie le travail de la relation intime? Quand je suis sur les applis, c'est pour du travail. Comme ça, c'est clair. Et si je croise quelqu'un dans un bar ou s'il se passe quelque chose dans la vraie vie, ça sera pas du taf. Mais en fait, ça m'est déjà arrivé d'être dans un bar et de lâcher ma carte, parce que j'ai une carte. Et ça m'est déjà arrivé aussi de baiser gratos via les applis. Donc moi, c'est un peu en mode, il n'y a pas vraiment de règles. Je le fais comme je le sens. Du coup, quand je vais baiser gratos, quand ça m'arrive et que c'est chiant, là, j'ai le seum. Tu vois, je sors, je suis en mode, en fait, j'ai juste été bénévole là. Non mais c'est lunaire d'entendre ça. En fait, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que depuis que je suis devenue travailleuse du sexe, je ne fais plus de gratuit parce que j'ai la flemme en fait. Mon temps, c'est précieux. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire? Enfin, quelles sont tes limites Du scato pour l'instant. pour l'instant? Ouais, on sait jamais. Mais pour l'instant, non, D'accord. c'est pas un truc qui me... Une fois, un mec m'a demandé, et je lui ai dit non, c'est mal compris, de m'habiller en animal. Et de faire cette pratique dans ce cadre-là et de faire les bruits des animaux pour son fétiche. Et pourtant, j'essaye d'être le plus tolérant dans les pratiques des gens, mais là j'étais en mode non, en fait, je suis pas la bonne personne avec qui faire ça. C'était un fétiche sur les chats. Ah, donc Voilà. il fallait miauler. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations, d'insécurité, dans des situations d'agression? Moi, je me suis jamais fait agresser. Moi, en gros, il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois et demi, j'ai fait un client et il m'a étranglée. Et du coup, je lui ai fait sa pipe et je suis partie. J'ai essayé d'aller porter plainte. C'est une pute qui se fait violer, mais ça n'existe pas parce qu'elle a bien cherché. Donc, ou qui se fait agresser, là, dans mon cas. Du coup, ouais, après, ça fait partie des risques du métier, comme la personne qui utilise le marteau-piqueur. T'es harcelé sur les réseaux sociaux, tu te fais cracher dessus, ou les gens changent de trottoir. Là, depuis 3 ans que je suis mise sur Instagram, on m'a menacé de viol et de mort, je sais pas combien de fois, quoi. Et ça, c'est aussi hyper violent, en fait. Et pour moi, ça vient du contexte clair abolitionniste contre notre travail. Quels sont vos tarifs? Je prends 50 € juste pour parler sans sexe. Donc ça, c'est déjà quelque chose. 80 € pour quelque chose de soft, sans pénétration. Et 150 € s'il y a de la pénétration. Ça, c'est les tarifs officiels. Après, quand j'étais dans la merde, j'allais sucer pour 30 balles, clairement. Voilà. Et après, ça dépend aussi du tarif horaire. Moi, je fais à la giclée, plutôt. Donc je sais pas si je peux dire ça. Mais là, on est un peu avancé dans la vidéo. Je découvre des termes et des qui me laissent un peu perplexe. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce tarif à la giclée? En gros, tu peux travailler à l'horaire, donc tu factures à l'heure. D'accord. Donc plus il y a de l'heure, plus tu factures. Et il y en a qui tarifent à la pratique ou à la giclée, en fait. Quand le mec a éjaculé, ou quand la personne a éjaculé, c'est terminé. Et moi, je fais plutôt ça, de manière générale. Après, ça dépend. Des fois, si le mec il dure 3 heures et que j'ai pris un tarif pour la giclée, ça fait chier. Donc, je discute et je vois ce qui est le plus approprié, quoi. Moi, mes tarifs, du coup, moi, je suis escorte, c'est-à-dire que je travaille à l'heure.
peu importe la pratique, même si on réfléchit ensemble sur qu'est-ce que j'accepte ou pas de faire, moi, c'est 250 € l'heure. Après 2 heures, c'est 105 €. La nuit, c'est ça dépend comment est établie la nuit, mais c'est entre 1500 et 1600 €. Et voilà, et après, je fais pas la demi-heure, je fais que l'heure parce que j'ai la flemme de me déplacer pour une demi-heure. Et après, il y a des suppléments. Genre par exemple la sodomie, c'est un supplément. Si tu veux. Excuse-moi Adrien, je suis habitué aux grilles tarifaires des influenceurs. Puis là, j'entends des grilles tarifaires d'un tout autre monde. C'est amusant, hein. Je suis désolé à entendre, mais... Écoute, chaque travail mérite salaire, quoi. Tu vois, et en tout cas, chez les travailleurs du sexe, j'ai décidé par moi-même, et je trouve que c'est une jolie liberté d'établir mon tarif et d'être mon patron. Et du coup, voilà, quoi. Mais alors du coup, ça, c'est des revenus non déclarés? Oui. Mais après, tu peux être déclaré, mais moi, en fait, politiquement, en tout cas. Et puis en plus, je gagne pas assez. Après, pour être tout à fait clair, je pense que j'ai aussi une pratique hyper privilégiée parce que c'est pas mon revenu principal. J'ai une allocation du fait de mon handicap et du coup, c'est des revenus complémentaires. Parce que ça peut se déclarer potentiellement, ces revenus? Ouais, ça peut se déclarer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est complètement absurde sur le travail du sexe dans notre pays, c'est tu as le droit de l'être, mais tu n'as le droit de recevoir l'argent de nulle part, en fait. Tu as le droit d'avoir une épicerie, mais tu n'as pas le droit d'y rentrer. Mais par contre, l'État est ravi, parce que l'État est toujours ravi de récolter de l'argent pour que ça rentre dans ses caisses. Par contre, l'État est toujours ravi de récolter notre thune. Mais par contre, nous donner des droits, c'est-à-dire le fait d'être protégé, qu'on puisse s'auto-organiser comme on veut, d'éviter, du coup, par la loi de pénalisation du client, qu'on doive travailler plus loin, ou dans les apparts, qu'on doive supporter que des clients changent d'avis ou ne portent pas la capote, ça, on s'en fout, en fait. Mais par contre, récolter notre argent, il n'y a aucun problème. Donc on peut potentiellement payer des impôts sur son activité de prostitution. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je crois, le code NAF... je vais te donner le numéro, je crois que c'est le 007. Tu vois, James Bond. Ouais. Mais je crois que le nom, c'est prostituée et hôtesse de charme. Ça s'appelle, à l'URSSAF. D'un point de vue relation en couple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un avec qui vous étiez donc en couple, qui émet un jugement ou qui vous demande d'arrêter cette activité? Si une personne a envie d'entretenir une relation romantique avec moi, si elle n'accepte pas mon travail, c'est bye. Clairement, j'ai pas le temps en fait. Soit tu m'acceptes entièrement, surtout que je milite en plus et que je suis hyper fier, donc il n'y a pas trop le choix. Moi, en couple, ça m'est déjà arrivé. Et au début, c'était en mode « Ah, mais ça me gêne, j'aimerais que t'arrêtes. » Parce que je pense que ça, c'est plus largement, au-delà du travail du sexe, c'est cette notion que quand t'es en couple, qu'il soit homosexuel ou pas, cette notion de possessivité, qu'en fait, il faut que t'appartiennes à la personne. Et du coup, ce truc de « Ah ouais, mais du coup, je suis pas le seul avec qui tu fais des choses sexuelles. » Et en fait, je suis en mode « Mais c'est mon travail, en fait. » Les gens qui m'ont demandé d'arrêter, du coup, c'est moi qui ai arrêté avec elle et eux. Parce que, en fait, c'était pas possible, quoi. Enfin, tu veux pas... Qui fait ça, en fait? Qui dit à quelqu'un « Désolé, t'es présentateur télé, Jérém, ça me dérange, en fait, que tu sois sur le feu de la rampe tout le temps. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai envie d'être célèbre, donc du coup, je te demande d'arrêter. » C'est-à-dire que là, ça touche, on va dire, plus au sentiment, à l'émotion, à la possessivité. Moi, je sais que personnellement, je pourrais pas, ça me rendrait malade. Ouais, je comprends. Je comprends, mais en vrai... Quand tu vois que, moi en plus, quand je rentrais, j'ai souvent ce truc d'être trop content et du coup d'être plein d'énergie, plein d'excitation. Souvent, I'm on fire, quoi, tu vois, j'ai grave envie de baiser, du coup, avec la personne avec qui je relationne après un rendez-vous. Tu vois, donc c'est pour te montrer que, ça change rien, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme féministe? Moi, je me considère comme voulant être allié du féminisme, oui. Chez les travailleurs et travailleuses du sexe, il y a notamment des femmes, il y a notamment des personnes au genre divers. Et que du coup, rien que ça, en soi, c'est féministe. C'est-à-dire qu'on fait partie des personnes qui composent le féminisme. Et on se fait aussi buter par l'hétéropatriarcat, en fait. Ouais, je pense que je suis féministe, même féminazie, comme on aime bien m'appeler, féministe radicale. En fait, je pense que à partir du moment où tu subis des oppressions toi-même, en tant que femme ou personne perçue comme ça, t'as pas d'autre choix que de l'être. Et puis je pense que d'être travailleuse du sexe, ça m'a donné encore plus envie d'être féministe parce qu'en fait, il n'y a pas de féminisme sans les travailleuses du sexe, sans les personnes trans. Et en fait, on est tellement
Je pense qu'en même temps, on nous envie, tu vois. Parce qu'en fait, on ose dire fièrement, en fait, ma liberté en tant que femme ou minorité de genre, c'est en fait de décider de moi-même que mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux et dans un truc bien défini, genre je vends des services sexuels et je vis de ça et ça va très bien en fait. Et qu'il faut arrêter de mêler prostitution ou travail du sexe. Non, mais tu peux pas aimer sans désirer. Mais attends, il y a combien de personnes que la télé adore appeler les michetonneuses, par exemple? Tu vois, des gens qui restent avec quelqu'un parce qu'elles n'ont pas le choix ou parce qu'elles ont le choix. Mais voilà, ce mec ou cette meuf leur plaît pas trop, mais leur achète des beaux sacs. Bah, je suis désolée, mais c'est la même chose. Par exemple, tu vois, dans la télé-réalité, il y a beaucoup de contextes, par exemple, de candidats, candidates qui sont payés pour avoir des rapports sexuels dans le cadre d'une émission télé. Oui, oui. Je vois pas ce qui diffère de ces personnes-là qui pour moi, enfin j'admire beaucoup, enfin j'admire, je sais pas, en tout cas j'ai beaucoup de sympathie pour ces personnes-là parce qu'on est collègues, de moi en fait, qui n'est pas, c'est pas dans le cadre d'un divertissement, mais c'est le cadre d'un travail qui est stigmatisé depuis belle lurette, mais parce que j'ose le dire, alors ça pose un problème. Quel est le type de client, par exemple, que vous avez? C'est quel genre de profil? Bon, j'imagine qu'il y a plein de profils divers et variés, mais quels sont, par exemple, les plus étonnants? J'ai des clients de 23 à 65 ans, en général plus autour de la quarantaine. Des clients de tous milieux sociaux, de toute origine, de toute... 23 ans, c'est hyper jeune. Pourquoi quelqu'un a besoin à 23 ans, par exemple, de payer pour du sexe? Il y en a juste parce qu'ils ont envie de me rencontrer moi, en fait. Pourquoi me payer moi pour du cul? Parce que bah, c'est moi. Et il y en a juste... bah, je leur plais, il est 3 h du mat peut-être, ils trouvent personne, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, tu vois. Je pense qu'il y a plein de raisons, diverses et variées. Il y en a qui... Moi j'ai eu des anciennes escortes, par exemple. Et ça j'adore, parce qu'ils sont super respectueux. Il y a des mecs qui sont mariés, mais ça, tout le temps en fait, même dans les rapports non tarifés. Moi, je dirais qu'il y a tout, en fait, et que contrairement à ce qu'on pense, que c'est forcément des mecs de pouvoir, friqués, bah, en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a autant le mec marié, le père de famille, le mec seul qui travaille d'arrache-pied parce qu'il n'a pas le choix, que aussi, ben, ouais, des politiciens, enfin, ça m'est arrivé. Il faut accepter qu'il y ait une diversité. Je veux dire, il y a des collègues, ben, elles peuvent et elles ont ce truc de se spécifier dans les hommes riches, beaux qui ont de l'argent. Moi, justement, en fait, j'ai pas envie d'être dans ça. Donc, tu peux être boulanger, obèse, fumer des pétards ou au contraire, PDG du CAC 40 et te faire kiffer. Ça arrive qu'il y ait des personnes connues au-delà des politiciens. Est-ce que tu es déjà tombé sur des personnes où tu te dis, ah bah tiens, ah bah, cette personne, je la connais? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mais sauf que sur le moment, tu le sais pas parce que cette personne n'utilise pas sa vraie identité, son. Enfin, voilà. Ça déstabilise? Bon, t'as un moment où t'es un peu en mode groupie, mais bon, c'est tellement un rapport personnel et intime qu'en fait, si la personne elle vient te voir, c'est aussi parce que je pense qu'elle a pas envie d'être dans un truc de ah, waouh, machin, voilà. Après, tu le sens aussi comment la personne elle a envie que tu te comportes. Et c'est quoi donc des politiciens, des chanteurs, des acteurs? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai eu un acteur connu, mais c'était un vieux monsieur. C'était un vieux monsieur. Il n'est plus des nôtres? Si, il est toujours Parce des que nôtres. le c'était, d'accord, donc il est encore en vie, ok. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un mec qui voulait absolument être mon soumis. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais moi, je sais pas te cracher dessus. Moi, ce que j'aime, c'est te crier dessus ou je sais pas quoi. Moi, ce que j'aime, c'est l'échange. Donc, en fait, le full service ou l'escorting, ça me va très bien. Et du coup, lui, il voulait absolument, parce que voilà, il fétichisait mes béquilles et il avait envie que je le frappe avec. Du coup, je lui ai dit, moi, je fais pas ça, mais je veux bien, si tu veux être debout, tout nu, mais par contre, tu fais le ménage chez moi. Et ça le faisait trop kiffer. Ça lui amenait une satisfaction particulière et tout. Du coup, il est venu, il a fait le ménage chez moi et c'était cool. Bah, c'est sûr que ça t'évite de le faire. Ah ouais, franchement. Et puis moi, je trouve que c'est un joli combat sur le patriarcat et tout ce qu'on a à subir tout le temps et où en fait on est relégué à des rôles primaires en tant que femme ou personne sexisée, de en fait te dire, putain, j'ai un mec cis qui j'imagine dans sa vraie vie, parce qu'en plus c'est ce qu'il m'a dit, il était PDG d'une grande boîte, bah là, ça allait très bien, c'est pas lui qui avait le pouvoir, mais c'était moi, et c'était assez satisfaisant, pour être tout à fait honnête. Actuellement, donc la loi autorise, c'est ça, hein, la prostitution, mais en revanche, la loi condamne les clients. C'est ça. C'est donc toute, comment dire, l'incohérence, parce que d'un côté, on peut, mais de l'autre, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous pensez voilà, de la loi, justement, qui encadre cette activité? Bah, elle est complètement illogique et hypocrite, comme tu l'as dit, mais en plus, elle est dangereuse.
C'est-à-dire qu'en fait, en pénalisant le client, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on a moins de clients, donc la précarité augmente, mais en plus on a moins de choix. Donc ça veut dire qu'on va peut-être aller voir des gens qu'on ne serait pas allé voir de base, et qu'on va peut-être accepter des pratiques qu'on n'aurait pas acceptées de base, comme par exemple porter la capote, enfin ne pas porter la capote du coup. Et du coup, notre communauté est plus vulnérable en fait aux IST. Parce qu'entre potentiellement choper une infection sexuellement transmissible et crever la dalle, le choix il est vite fait. Ah bon? Bah, bah ouais, tu vois, c'est-à-dire soit tu crèves la dalle par précarité et tu crèves la dalle, soit potentiellement tu peux choper un truc. Donc entre les deux choix, tu vas prendre ce que tu trouves en fait. Si tu as en plus des gosses à nourrir, tu vas prendre ce que tu trouves. Je prends la PrEP, qui est un traitement que tu prends pour te protéger du VIH/SIDA, que je prends tous les jours, un cachet, donc c'est assez violent sur mon corps, mais après, je préfère faire ça et me sentir en sécurité et savoir que je suis protégée parce que, bah, ouais, non, surtout depuis le confinement, bah, c'est compliqué d'avoir des clients, il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a, bah, c'est un peu des crevards, quoi, qui veulent pas mettre de capote, et du coup, en fait, pour me protéger moi-même, j'accepte les rapports sans capote, du coup, plus cher, mais pas toujours, ouais. Pendant le confinement, on peut être amené à y penser, donc tout était à l'arrêt, hein. J'imagine que pour vous, ça a été compliqué aussi pendant le confinement. Ben en fait, il y avait un couvre-feu déjà. Donc moi j'ai des collègues qui sont allés travailler parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin tu vois, Macron il nous a pas filé de la thune, hein. Et du coup je voyais des collègues faire des vidéos en train de rentrer chez elles en mode bah là c'est le couvre-feu, faut que je croise personne et tout. Sinon le nombre de clients a encore plus chuté, déjà que de base c'était pas ouf. Moi tout le monde me disait bah non en fait on va pas se voir là. Donc les clients que j'avais eus à l'annonce du confinement bah, c'était annulé, ce que je comprenais. Vous n'avez pas fait votre attestation de déplacement Moi, dérogatoire pour activité professionnelle? Moi j'avais une attestation et j'ai bien marqué pourquoi je la faisais parce que je suis hyper fier. Donc c'était marqué dessus. Et si c'est en cas de contrôle, c'est valable? Bah, je me suis pas fait contrôler mais je suis pas sûr que ça aurait été valable. Et sinon, j'entendais aussi des collègues qui se faisaient virer de leur logement, en fait, parce que tu peux plus payer le loyer. Enfin, vraiment, c'était horrible. Par contre, on a eu un soutien qui était assez palpable de la part de la communauté et qui s'est mis directement. Et franchement, ça serait arrivé 1 an avant le Covid, ça aurait pas été comme ça. Il y a eu des cagnottes organisées, les assos directement, on a fait des colis alimentaires, enfin, elles ont fait des colis alimentaires, et il y a eu cette organisation, et heureusement, en fait. L'État nous a donné 0 €. Je veux dire, on a sollicité Marlène Schiappa à l'époque qui a dit les travailleurs du sexe, non, ça n'existe pas. Et je me refuse et je leur donnerai 0 €. Clairement, on l'a sollicité, on lui a dit mais il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui voilà, et rien quoi. Et clairement, ça a eu des impacts psychologiques sur moi. J'ai fait un burn-out, j'ai eu envie d'en finir, j'ai tenté de mettre fin à mes jours parce qu'en fait, enfin, sauf si t'es pas humain et que t'as pas d'émotion, enfin, ça te donne envie de crever, quoi, de voir des collègues qui mettent fin à leur jour. Enfin, clairement, c'est ce qui est arrivé. Et je pense que c'est un incident qui m'a marqué toute ma vie, quoi, d'avoir une collègue qui a mis fin à ses jours, qui avait 19 ans, parce qu'elle était trans, qu'elle n'arrivait pas à bouffer. Alors, c'est une question qui est peut-être un peu maladroite, hein, mais c'est vrai que quand j'entends ça, et je pense que pas mal de gens auraient peut-être cet instinct et cette réaction primaire de dire, bah alors, la personne est en train de crever de faim parce qu'effectivement, cette activité de prostitution ne rapporte plus, mais il y a quand même d'autres aussi professions qu'elle peut exercer pour s'en sortir. Je veux dire, si elle ne peut plus exercer cette activité de prostitution, rien ne l'empêche, je dis n'importe quoi, si toutefois elle n'a pas accès à des métiers qui exigent des diplômes, tout ça, de faire des choses, un travail où il n'y a pas besoin de diplôme, d'aller postuler dans des choses où on ne lui demandera pas forcément le bac, ou de faire un autre métier même qui n'a rien à voir avec la prostitution, plutôt que de tout de suite en venir à l'extrême, se tuer. Ouais, mais en même temps, enfin, déjà, pourquoi on pose cette question en fait? Pourquoi? Parce que je décide d'être travailleur du sexe, on remet en question ça. Moi, par exemple, je trouve que en tant que personne queer, c'est-à-dire qui se définit pas dans la norme cis, hétéronormée, trans et handicapée, en fait, aujourd'hui, mes conditions matérielles, le capitalisme, l'hétérosexualité, plein d'autres choses font que je ne suis pas en capacité, au vu de mes difficultés de me déplacer dans le métro, de survie, de ma santé mentale, tout ça, de tout ce que je subis, des différentes discriminations, oppressions, je suis pas en capacité de faire autre chose en fait. Subir la pression d'un patron, enfin non en fait, je suis pas capable. Et en fait, moi, ce qui me fait du bien et avec quoi je suis douée, c'est de donner de mon temps, de services sexuels et de faire ça en fait. Donc en fait, bah, quand tu m'enlèves mon seul moyen de subsistance, bah oui, en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est de me buter, ouais. Qu'est-ce que vous auriez à dire à une personne donc, qui juge votre activité? Pourquoi tu me juges? Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Je chercherai à comprendre sa vision, et après, bah,
je la niquerais facilement avec des arguments très logiques. Par exemple, mais tu te sens pas sale ou dégradé de faire ça ou moi je dis de prendre mon pied et d'être payé pour ça. Non, ça va vraiment. Et là, ça calme direct. La personne n'a plus rien à me dire, tu vois. Elle me dit dommage pour toi, je fais bah bye en fait. Si tu veux aller avoir un réveil à 7h du matin tous les matins et aller travailler 35 heures pour le restant des jours, vas-y. Moi, je suis littéralement la personne qui se rapproche le plus de l'expression vive d'amour et d'eau fraîche, donc pas de souci. Moi, je trouve pas ça sale de coucher avec n'importe qui, et c'est pas n'importe qui, c'est des êtres que j'accepte de rencontrer. Je vois pas ce qui est dégueulasse là-dedans. Et si c'était dégueulasse, enfin en tout cas si je le vivais d'une manière dégueulasse, bah j'arrêterais. Parce que j'ai la capacité de le faire. Mais ça c'est aussi intéressant de voir, est-ce qu'on a la capacité et la possibilité d'arrêter ce travail quand on a envie de l'arrêter? Et ça, c'est la question qui devrait être au centre des sociétés aujourd'hui. Pas on doit abolir, mais comment créer une société où la prostitution ne peut être vécue que d'une manière saine. Être travailleuse du sexe, c'est pas juste enfiler une capote et genre avoir un rapport sexuel. En fait, c'est plein d'autres choses. C'est déjà faire du secrétariat, c'est-à-dire organiser ton emploi du temps, être une girl boss à de ouf en fait, parce qu'en fait la plupart de notre taf c'est répondre à des clients qui ne viendront jamais, leur envoyer des textos, se prendre des lapins, être exposé à de la violence et ensuite faire la psy, tu vois, prendre le temps d'écouter, rassurer les gens. On peut être fier de faire ce travail, on peut faire ce travail mais ne pas être fier et le vivre mal, et c'est ok. Et ça veut pas dire qu'il faut l'abolir, ça veut juste dire qu'il faut mettre des conditions matérielles pour qu'on soit en sécurité pour l'exercer dans de meilleures conditions, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette interview croisée. Voilà, je vous demanderai de réagir dans les commentaires avec bien sûr beaucoup de bienveillance et en respectant les personnes qui sont apparues dans cette vidéo. Je n'encourage comme d'habitude bien sûr pas à l'insulte et au harcèlement, donc s'il vous plaît, il y a un comportement responsable dans les commentaires. Le but de mes interviews, de mes reportages, c'est d'essayer de comprendre voilà, différents parcours, de m'intéresser à différents horizons sans porter de jugement dessus, mais en essayant tout simplement de comprendre la différence. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et à très vite pour un nouveau reportage.